Moins d'1 kilomètre carré de terre pulvérisée par plus de 500 explosions de mines au cours de 4 années de combats sans relâche. Nous sommes à Vauquois, l'un des champs de bataille les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Ici, les affrontements ont commencé au sommet d'une butte et coûté la vie à 15 000 hommes à mesure que la guerre se déplaçait vers les profondeurs les plus obscures de la terre. Aujourd'hui, il ne reste plus rien du village de Vauquois. La petite bourgade a laissé place à un paysage lunaire désolé. On oublie souvent qu'ici, la Grande Guerre s'est déroulée essentiellement sous terre. Durant 4 années, les hommes du génie allemand et français ont creusé un dédale de galeries dans l'unique but d'infliger le maximum de pertes à l'adversaire. C'est la position stratégique de ce village qui va causer sa perte. Andy Hawkins et Julia Richardson de l'association archéologique britannique Durand Group rejoignent l'un des plus grands spécialistes allemands de cette bataille, Adolf Buchner. Avec son fils, il se rend régulièrement dans le secteur pour y explorer les galeries encore existantes. On a du mal à imaginer qu'un village se dressait à cet endroit. Aujourd'hui, il ne reste plus que des cratères et vous pouvez constater qu'il n'y a plus d'arbres dans toute cette zone. À l'époque où les Français et les Allemands se tenaient ici, ils avaient une vue à 360 degrés. Des milliers de soldats français et allemands vont perdre la vie en tentant de conquérir cette butte. Les hommes du génie des deux camps vont faire exploser pas moins de 539 charges d'explosifs sous le paisible village de Vauquois au cours de cette terrible guerre de position. Pour les 6 premiers mois, on estime qu'il y a eu 8000 morts français et 6300 allemands. Vous voyez, donc sur un petit territoire d'une centaine de mètres de largeur, hein, c'est énorme, c'est impensable de nos jours. Les premières grandes explosions ont eu lieu le 13 mai 1915. Il y a eu 2 explosions allemandes et une explosion française. Ce sont elles qui ont véritablement marqué le début de cette guerre des mines. Le dernier fourneau de mines allemand a explosé le 9 avril 1918. Adolf Buchner a publié le journal de guerre d'un des protagonistes de cette bataille, Hermann Hoppe, un pionnier allemand spécialisé dans le creusement de galeries et les explosifs. Ce journal est intéressant parce qu'il nous livre un aperçu de la vie d'un homme du génie. Il nous montre aussi la différence entre la vie d'un homme du génie et celle d'un pionnier ou d'un fantassin. En août 1914, l'Allemagne envahit la France en réalisant un large mouvement d'enveloppement qui passe par la Belgique neutre. En septembre, la 5e armée de l'Empire allemand occupe brièvement le village de Vauquois avant de se retirer. Elle y revient 2 semaines plus tard et s'y installe pour longtemps. La butte est une position clé qui permet de contrôler 2 importantes vallées et une ligne de chemin de fer capitale. Nous avons découvert qu'Hermann Hoppe avait un beau-frère, Willy Fischer. Ce dernier a réalisé un croquis de Vauquois en 1915. Willy Fischer faisait partie du 98e régiment. Il était là le 15 septembre 1914. Ils ont ensuite quitté Vauquois et Willy a été l'un des derniers soldats à partir. À cette date, le village était encore pratiquement intact.
Dans l'incapacité de remporter une victoire rapide, l'armée allemande creuse un réseau de tranchées inexpugnable qui relie les Alpes à la mer du Nord en profitant au maximum du relief. Les unités du génie de l'armée impériale vont jouer un rôle décisif dans l'évolution de la guerre des tranchées. Adolf Buchner a rencontré Dieter Storz, un spécialiste de la Grande Guerre du musée militaire d'Ingolstadt en Bavière, afin de mieux comprendre l'évolution de la guerre des tunnels. Jusqu'en 1914, la doctrine militaire faisait une nette distinction entre la guerre de terrain et la guerre de siège. Tous les États européens avaient renforcé leurs frontières en bâtissant des fortifications plus ou moins efficaces. C'était sans aucun doute des formes de combat très différentes. Mais quand le front s'est stabilisé, on a vu se développer cette guerre de siège si particulière, qui est peu à peu devenue une forme de combat fréquente. De nombreuses armes et tactiques de combat, jusqu'ici propres à la guerre de siège, ont été transposées à la guerre de tranchées. La guerre des mines en faisait partie. Il ne faut pas non plus oublier les ballons d'observation. Durant les décennies qui précèdent la guerre, l'armée allemande bénéficie d'une supériorité technologique incontestable sur le reste de l'Europe. Cette mitrailleuse utilise le recul après chaque tir pour recharger la prochaine cartouche, ce qui en fait une machine à tuer ultra rapide. Grâce à l'hydraulique, à des tubes plus performants et aux nouveaux explosifs brisants, l'artillerie moderne est plus rapide et plus destructrice que jamais. L'Allemagne disposait d'une très puissante artillerie lourde qu'elle avait développée avant la guerre. C'était une artillerie lourde de campagne qui faisait défaut à l'armée française. Les Britanniques disposaient d'un équipement comparable à celui des Allemands, mais dans des proportions plus réduites. Les pionniers comme Hermann Hoppe transforment les caves des anciennes habitations du village en bunkers, redoutes et postes à mitrailleuses. Ils acheminent du ciment et de l'acier depuis l'arrière afin de les consolider et de les rendre plus résistants aux attaques françaises. Ils creusent des tranchées sur le flanc sud de la butte. La puissance de feu dont disposent les défenseurs est tout simplement inégalable. La première compagnie du 30e bataillon de pionniers est venue à Vauquois parce que les Français étaient en train d'y préparer le creusement de galeries. Cette compagnie est arrivée dans le village le 7 janvier 1915. Les Français sont déterminés à reprendre cette butte qui domine des routes et une voie ferrée stratégique entre Paris et Verdun. En décembre 1914, des régiments d'infanterie entiers montent à l'assaut de la colline. Un mois plus tard, les Français ont repris une position précaire au pied de la butte. En février 1915, les offensives françaises redoublent. Bien que décimée par les obus à balles de l'artillerie allemande, l'infanterie prend le contrôle de la seconde ligne de tranchées située seulement 20 mètres plus loin. Le grand-père des frères Le Couturier a trouvé la mort lors de la grande offensive de février 1915. Notre maman est née en 1910. Son papa est décédé le 17 février 1915. C'était à Vauquois qu'il était mort. Sur la seule journée du 17 février 1915, il y a eu plus de 1000 morts sur la butte de Vauquois. Les Français avaient creusé 6 chambres de mines qu'ils voulaient faire exploser dès le début de l'offensive. Les pionniers ont donc dû préparer des contre-mines et le 7 janvier, la première d'entre elles a explosé sans causer beaucoup de dommages. L'offensive a eu lieu le 17 février et sur les 6 fourneaux de mines, seuls 2 ont explosé. Les dommages ont été minimes, mais cela a suffi pour que les combats atteignent le village. En mars 1915, les Français consolident une position dans ce village. 8000 soldats français ont trouvé la mort et 6000 soldats allemands ont connu le même sort lors des contre-attaques. Au cours de la bataille de mars 1915, qui fait rage au sommet de la butte,
les Allemands emploient une nouvelle arme absolument terrifiante, le lance-flammes. Le plus étonnant au sujet du lance-flammes, c'est qu'il devait être manipulé par des pompiers, autrement dit, des hommes qui avaient l'habitude du feu. Le lance-flamme était une arme destinée au combat rapproché. Elle avait un effet psychologique très fort, car la perspective de mourir brûlé vif est sans doute l'une des choses les plus effrayantes qui soit pour un homme. Pour faire face à une attaque au lance-flamme, il faut une bonne dose de courage et aussi un immense sang-froid. Finalement, l'ennemi est repoussé, puis vient l'offensive suivante, le 28 février. Cette fois, personne n'utilise de mines, mais les hommes du génie sont sur place et se chargent de trouver des abris pour les fantassins. Il y a beaucoup d'hommes à Vauquois, de bataillons, et ils doivent faire tout leur possible pour conserver la butte. Les Français multiplient les attaques et utilisent une artillerie de plus en plus lourde. Ils tirent des obus d'un calibre allant jusqu'à 270 mm. Quand ils explosent, ils forment des cratères de 8 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur. Les défenseurs doivent donc s'enfoncer toujours plus profondément sous terre. Le village est réduit en poussière. Les jardins et les bois qui l'entouraient ne sont plus qu'un vaste cimetière comme des milliers d'autres sur le front ouest. À une différence près. La butte de Vauquois est un lieu stratégique. C'est un point d'observation idéal pour les artilleries françaises et allemandes dans les batailles qui font rage autour de la place forte de Verdun durant la Première Guerre mondiale. L'infanterie française a conquis la moitié de la butte en mars 1915 au prix de pertes humaines considérables. Mais de terribles affrontements dans la rue principale du village marquent le déclenchement d'une toute nouvelle phase dans la bataille. Le plus gros nombre de victimes à Vauquois, c'est lors des assauts jusqu'au mois de mars 1915. Alors, un assaut, c'était parfois 1000 soldats dans la journée qui étaient hors de combat, tués ou blessés. Mais la guerre des mines qui a suivi par la suite, pendant 3 années, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Beaucoup pour nos jours. On estime, nous, sur ces 3 années, 800 morts, français et allemands. Donc vous voyez, par rapport à une journée, une attaque française ou allemande d'un 1915, hein, c'est beaucoup moins. On sait par exemple que la première compagnie du 30e bataillon de pionniers a perdu 69 hommes. Sur la période comprise entre le 7 janvier 1915 et la date de son départ pour l'autre front, autrement dit le 9 avril 1918. Durant cette période, elle a perdu 69 hommes. 57 ont trouvé la mort. Parmi eux, 9 sont morts étouffés. Nulle part ailleurs, sur ce front ouest de 1000 km, la guerre ne s'est autant déroulée sous terre. Durant les 4 années de ce conflit, Français et Allemands ont fait exploser des centaines de fourneaux de mines afin d'empêcher le camp adverse de s'emparer de la butte. Le 13 mai 1915, les premières charges explosent. 2 Allemandes et 1 Française. Au total, en à peine 15 jours, 9000 Allemandes et 6000 Françaises vont exploser. C'est un laps de temps très court et ça ne va plus s'arrêter. Je crois qu'on a atteint un pic en juillet, non, en août, avec un total de 27 000 Allemandes et 18 Françaises. Vous imaginez ça? Plus de 27 explosions en un seul mois. Lorsque l'infanterie française reprend la moitié du village de Vauquois, un fragile équilibre s'installe en termes de puissance de feu. L'église et le marronnier datant de la Révolution deviennent des symboles de la destruction et de la descente aux enfers de cette guerre des mines. En mai 1915, 3 fourneaux de mines français explosent à l'ouest du village avant le lancement d'une offensive au nord. C'est de nouveau un bain de sang. Les Allemands déclenchent 3 charges sous la partie est de la butte. Mais les attaques de l'infanterie deviennent trop coûteuses en vie. Chacun des 2 camps décide donc de creuser encore plus profondément sous terre
pour atteindre les chambres de mines ennemies et les détruire avant que l'adversaire y installe des charges. Ce type de galerie porte le nom de camouflet. Comme on peut l'imaginer, les hommes qui travaillaient dans ces galeries étaient terrifiés. Ils ne savaient pas ce que l'ennemi préparait de l'autre côté, s'il allait faire exploser une mine ou pas. Adolf guide Andy et Julia sous terre pour explorer ces galeries. Ces rameaux de combat partaient en direction des lignes ennemies, au plus près des quartiers de casernement et des installations logistiques. Nous sommes dans un abri enterré. Paul Rader, un pionnier de la première compagnie, est mort asphyxié dans cet abri. Paul Rader était un très bon camarade d'Hermann Hoppe, et ce dernier conservait une photo de lui. Le 21 février 1916, 3 corps d'armée allemands lancent une offensive à proximité de la ville de Verdun. L'objectif est d'anéantir l'armée française. C'est la stratégie de l'annihilation choisie par le nouveau chef de l'état-major impérial, Erich von Falkenhayn. Il espère déclencher des contre-attaques de l'ennemi et décimer ses rangs grâce à son artillerie et à ses mitrailleuses. Cette offensive sur Verdun incite le commandement français de la butte de Vauquois à redoubler d'efforts pour s'emparer de ce point stratégique. Durant plusieurs mois, les sapeurs français avancent lentement mais sûrement. Et le 23 mars 1916, ils placent 12 tonnes d'explosifs sous les positions ennemies, là où se trouvait autrefois l'église du village. 50 soldats allemands sont tués, mais le reste des troupes se replie sur la seconde ligne et parvient à repousser une fois de plus l'offensive ennemie. En 1916, la guerre souterraine prend une nouvelle dimension. Les camarades d'Hermann Hoppe décident de faire exploser une énorme charge sous le flanc ouest de la butte en représailles de la mine du mois de mars. Ils utilisent leur explosif préféré à base de nitrate d'ammonium, la westphalite. L'explosion provoque un énorme cratère qui endommage le cœur même de la butte. La guerre souterraine atteint une ampleur inédite. On enchaînait donc toutes ces explosions, on essayait toujours de faire mieux. Et donc la plus grosse explosion de mine à Vauquois, c'est celle du 14 mai 1916, la mine allemande qui faisait donc 60 tonnes, 60 000 kilos de westphalite, et qui a donc détruit et fait sauter toute la partie ouest de la butte. Donc les Français ont été surpris par cette explosion. Vous pensez, après cette explosion, le moral des Français était très bas et on n'a pas été donc au-dessus. Voilà, donc les Français ont subi ce jour-là. Andy et Julia cherchent la galerie ayant servi à acheminer la mine de mai 1916. Une mine qui a marqué un virage dans la guerre souterraine et tué 109 fantassins français. Ils suivent Adolf à travers le dédale de galerie creusé par Hermann Hoppe et ses hommes. À 90 mètres sous terre, ils sont stoppés par la montée de la nappe phréatique. Là, on est à l'entrée de la galerie. Pendant la descente, on a été stoppé par cette fosse, trop grande pour qu'on puisse la traverser. Et le niveau de l'eau monte. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire où nous sommes et nous parler de cette attaque? Ici, on est à l'ouest de la butte de Vauquois. Le 23 mars 1916, l'armée française a fait exploser une mine au centre du village, qui a beaucoup surpris les Allemands. Les hommes chargés de l'écoute n'ont rien entendu. Ils ont alors décidé de se venger, et ils ont creusé cette galerie, la galerie 1B. Cette galerie était en dents de scie. Le but était d'obtenir un meilleur tassement. Et cette galerie devait exploser à l'aide d'une charge de 60 tonnes de westphalite. La westphalite est un explosif très puissant.
Le service d'écoute français n'a pas pu détecter l'activité des pionniers allemands qui creusaient cette galerie à l'extrême ouest du village de Vauquois. Et dans ces conditions, aucun camouflet n'a pu être réalisé. Le 14 mai 1916, les Allemands ont déclenché l'explosion qui a totalement pris les Français par surprise. Cette position était uniquement occupée par des fantassins. Les Français ont perdu ici 109 hommes. Sur cette photo d'époque, on voit l'énorme cratère qui a détruit les lignes françaises et offert un gain territorial temporaire aux troupes allemandes. Les galeries allemandes étaient équipées pour accueillir les centaines d'hommes qui devaient défendre ce qu'il restait du village. Elles étaient notamment équipées de dortoirs et de cuisines. Là, on a des lits. Des lits superposés. Oui. Leur construction est toute simple. C'est une structure en bois. On en trouve d'autres avec une structure en fer. Il s'emboîte dans ses fentes. Tout à fait. Et ces lits peuvent se détacher très facilement. Ils ne sont pas stables. J'imagine qu'il devait être très secoué. Oui, ils sentaient bien les ondes de choc des explosions. Elles étaient amplifiées. Une garnison allemande de 1000 hommes vivait ici, principalement sous terre, dans des galeries bien conçues et bien protégées. Les conditions d'hygiène étaient rudimentaires. Les tunnels étaient infestés de poux, de puces et de rats qui souillaient les lits et la nourriture. Les cuisines étaient situées à proximité. Là, les hommes venaient prendre leur repas et profiter d'un rare moment de détente. Non loin d'un boyau d'attaque, Adolf Buchner a personnellement mis au jour ce qui semble être une cuisine. Ils passaient par ici pour prendre leur assiette. C'est pour laisser évacuer la vapeur lors de la cuisson? Impossible de le dire. Je suis nul en cuisine. Mais il devait y avoir quelque chose par-dessus. C'est très intéressant. J'ai trouvé une photo de cette salle avec ça dedans. Et on a décidé de le reconstituer. Sur la photo, on voit deux hommes. Deux cuisiniers. Exactement. Et sur cette photo, ils portaient une plaque qui disait en allemand « On n'a plus faim ». C'était pour montrer que le blocus britannique n'avait pas d'effet. C'est un graffiti. Quand on trouve des graffitis, ça signifie que c'est un endroit où les gens passent du temps et pas juste un lieu de passage. Celui-là représente un blason. Il date de 1917. Vous le reconnaissez? Oui, avec le bleu et le blanc, c'est certainement une unité bavaroise. De l'autre côté de la butte, les Français préparent leur revanche. À partir de leur ligne arrière, ils assemblent une petite voie ferrée pour dégager les déblais et s'enfoncer encore plus profondément sous les tranchées ennemies. Allemands et Français sont lancés dans une course à celui qui atteindra le premier les plus grandes profondeurs afin d'attaquer les galeries et tranchées de l'adversaire. Bien, cette photo, c'est une explosion de mine, c'est une photo allemande, hein, c'est une explosion allemande. Donc je ne sais pas quel jour elle a été prise, à quel endroit, mais elle vient de Vauquois. Donc c'est bien pour montrer qu'une explosion de mine, c'était un volcan. Et si elle était bien située sous une tranchée avec des hommes, il ne pouvait pas y avoir de survivants. Cette carte présentant les lignes des deux camps illustre bien à quel point les installations allemandes étaient mieux équipées et défendues que celles des Français. Adolf emmène Julia et Andy voir la salle du groupe électrogène qui offrait le confort de base aux soldats, l'éclairage. On est maintenant devant la Kaiserstollen, c'est-à-dire la galerie du Kaiser.
C'était l'une des principales galeries utilisées pendant les opérations de 1916. Elle a plusieurs fois été touchée par des explosions de mines. C'était la galerie principale, mais de là partaient plusieurs embranchements. Voici la salle du groupe électrogène. En fait, il y en avait deux, mais l'autre a été détruite. C'est dû à un accident qui s'est produit le 15 août 1917. Un des moteurs a explosé et ça a causé d'énormes dégâts. Tout a été détruit de l'autre côté. Il disposait de deux centrales électriques. L'une fonctionnait pendant 12 heures, tandis qu'on assurait la maintenance de l'autre, et vice-versa. Et voici ici l'emplacement du groupe électrogène. Le volant se trouvait ici. Où étaient les ventilateurs? On n'est pas très loin de la pente, à environ 10 ou 15 mètres. Comme vous pouvez le voir, il y a un conduit par ici. Et si on avance un peu dans cette salle, une salle pas très agréable, elle est pleine de débris, on voit qu'elle se prolonge dans cette direction. Sur cette carte, on constate que les zones de combat et celles dédiées à la logistique étaient très proches. Au moment d'attaquer, aucun point d'accès n'était hors d'atteinte. Certains de ces boyaux d'attaque croisaient ceux des Français de l'autre côté de la butte. On est ici dans la galerie Richthofen. Oui, si j'arrive bien à me remémorer la carte, ce doit être Richthofen. J'ai l'impression que c'est encore une galerie entièrement inondée. On est peut-être sous le niveau de la nappe phréatique. On est sous le niveau de la nappe. Il y a une autre galerie derrière moi et qui est aussi remplie d'eau. D'accord. En été, le niveau baisse, mais il reste toujours de l'eau à l'intérieur. Alors si on veut les visiter, il faut utiliser une pompe. D'accord. À la fin de l'année 1916, les lignes françaises et allemandes passent à peu près au centre de l'ancien village et ne sont séparées que de quelques mètres. À mesure que les principaux combats se déplacent, les garnisons luttant pour Vauquois se vident. Dans chaque camp, il ne reste plus qu'un bataillon de 1000 hommes pour tenir la ligne. La vie dans les abris et les tranchées est terrible pour les deux camps, mais elle l'est encore plus pour les troupes françaises sous-équipées. Le petit musée situé au pied de la butte de Vauquois nous parle des hommes qui se sont affrontés ici jusqu'à la mort. Au fil du temps, les armées ont mis au point des mitrailleuses légères pouvant être maniées par un seul homme, ce qui rendait la vie des soldats encore plus infernale. Les mitrailleuses étaient des armes précises, mais dans certaines situations, elles étaient beaucoup trop lourdes. C'est pourquoi le fusil mitrailleur a été développé. Les Français et les Britanniques étaient en avance, comme vous pouvez le voir ici, avec le Chauchat pour les premiers et le Lewis pour les seconds. Les Allemands ont dû rattraper leur retard et produire leur propre modèle. Comme ils n'avaient pas de fusil mitrailleur en stock, ils ont utilisé de vieilles mitrailleuses, la MG-08. Ils ont adapté sa structure pour en faire une arme plus légère. De petits mortiers sont aussi mis au point pour réaliser des tirs courbes sur les tranchées adverses lors d'une offensive. Ils obligent les défenseurs à garder la tête baissée pendant les quelques secondes que dure la progression de l'infanterie à travers le réseau de barbelés. Les tranchées ennemies sont en effet trop proches pour recourir à des canons. Le shrapnel, quelques kilos d'explosifs et quelques balles pouvaient tuer 5 ou 6 hommes. Dès qu'un camp tirait un shrapnel, l'autre ripostait. La grenade à main a été développée par les sapeurs durant la guerre de siège. Qui s'en servait avant 1914? Les sapeurs et les anarchistes. Elle a ensuite été utilisée pendant la Première Guerre mondiale, lors de la guerre des tranchées. Elle est alors devenue l'une des armes les plus courantes du fantassin. La grenade à main devient l'arme préférée des attaquants quand le fusil se révèle inefficace. Au début, les Français utilisent ce type de grenade très sommaire qui n'est rien d'autre qu'un cylindre d'explosifs fixé sur un bâton et qu'on déclenche à l'aide d'une mèche. Les Allemands, eux, utilisent la grenade à manche. Progressivement, les deux camps mettent au point des armes plus élaborées. Les Français reçoivent des grenades dotées d'un système de mise à feu interne.
Et les Allemands commencent à utiliser la célèbre grenade à bâton dont la mise à feu se fait à l'aide d'un câble situé à l'intérieur de la poignée. Les fantassins bien entraînés peuvent les lancer jusqu'à une vingtaine de mètres. Ce n'est cependant pas suffisant pour atteindre la tranchée adverse. Elles ont donc un rôle défensif ou sont utilisées lors d'une attaque surprise. La construction d'abris et de tranchées est un travail lent et fastidieux. Les deux camps utilisent des outils comme ces pioches et ces pics pour extraire la gaise, une roche tendre. Ici, la roche, c'est de la gaise, c'est une roche relativement tendre qui se maintient parfaitement si elle est humide. Donc on a utilisé beaucoup de pics, de pioches, voilà donc des outils d'époque qu'on a retrouvés dans des galeries noyées. Aujourd'hui, nous les retrouvons avec ces manches en bois et dans l'eau, le bois ne pourrit pas. Donc vous voyez, c'est donc vraiment un travail manuel très très pénible. L'avancée est au maximum d'1 mètre par jour. 2 hommes creusent la roche, 2 autres déblaient et une équipe de 6 ou 7 hommes évacue les débris de roche avec des seaux. Ces galeries étaient très petites pour la raison essentielle, c'est que plus on creuse, plus il y a de déblais à ressortir. Voilà, donc on creusait vraiment le minimum, d'un côté comme de l'autre, côté français comme côté allemand. Un rameau de combat faisait en moyenne 70 cm de large sur 1 mètre de haut. Donc vous voyez, ces galeries de combat, on ne tenait même pas debout à l'intérieur. Au fil des mois, Français et Allemands mettent au point des systèmes rudimentaires pour détecter les opérations de creusement ennemies. Il y a notamment la casserole d'eau qui ondule à la moindre vibration. Le creusement de contre-mines devient aussi important que celui des chambres de mines. Cela implique de progresser dans la direction des galeries ennemies afin de les détruire avec une petite charge d'explosifs qu'on appelle un camouflet. À mesure que les années passent, la guerre des mines est de plus en plus élaborée. L'instrument essentiel pour détecter l'activité ennemie est une sorte de stéthoscope qui sert à écouter le sol. Un géophone. Il amplifie les échos produits par les outils sur la roche et avertit les soldats que l'ennemi n'est pas loin. C'était très important, c'était primordial. Par les écoutes, à la fin de la guerre, on savait où se trouvait l'adversaire et ce qu'il était en train de faire. Donc, grâce à ces écoutes, on s'arrangeait pour amener le rameau de combat sous la tranchée ou le rameau de combat de l'adversaire. On y déposait une charge d'explosifs et voilà, et on le faisait sauter, on le détruisait de cette façon. Cette galerie française part de la seconde ligne de tranchée et passe sous la ligne de front allemande. Elle présente plusieurs galeries latérales d'écoute qui permettent aux sapeurs de localiser précisément l'activité ennemie. Il y a un poste d'écoute tous les 50 mètres. Une fois que la position de l'ennemi est localisée, il faut passer à l'action. Cela consiste essentiellement à creuser une petite galerie jusqu'à la source du signal sonore et à la remplir d'une petite charge d'explosifs. Le principal objectif des deux camps est de déclencher une énorme explosion sous les tranchées ennemies afin que l'offensive en surface rencontre le moins de résistance possible. C'est le jeu dangereux du chat et de la souris. Alors que l'année des bains de sang à Verdun et dans la Somme touche à sa fin, les commandements français et allemands à Vauquois cherchent de nouvelles solutions radicales. Ils décident de creuser à des profondeurs bien plus importantes qu'auparavant afin d'atteindre le point le plus bas de la butte. Leur objectif, araser cette colline de 120 mètres de haut. S'il est impossible pour un camp de s'emparer de ce point stratégique, l'autre ne l'aura pas non plus. Début 1917, 2 ans après la conquête de la butte de Vauquois par l'infanterie française au prix de lourdes pertes humaines, c'est l'apparition des chambres de mines les plus profondes de toute la campagne. Cette galerie creusée en diagonale est l'un des 3 tunnels qui doivent mener à 40 mètres sous terre. Les Français envisagent de placer 140 tonnes d'explosifs dans leurs galeries les plus profondes afin d'araser toute la butte.
Les Allemands aussi creusent dans la sécurité relative que leur offrent leurs bunkers en béton. Ces derniers entendent atteindre une profondeur plus importante encore. 3 galeries de 100 mètres de long doivent s'enfoncer peu à peu en direction du centre de la Terre. Adolf, Andy et Julia ont atteint le point le plus bas de ce dédale de galeries dans lesquelles les Allemands envisageaient de faire exploser leurs charges les plus grosses. En 1917, le premier du PB-30, c'est-à-dire la première compagnie du 30e bataillon de pionniers, envisage de raser entièrement cette colline. Ils commencent à creuser 3 galeries profondes de 98 à 100 mètres. Et ils ont calculé une charge de 280 tonnes d'explosifs par galerie, ce qui nous donne un chiffre total de 840 tonnes pour les 3. Ils demandent alors à être ravitaillés en explosifs et on leur dit « Comment? Qu'est-ce que vous demandez ?» 840 tonnes d'explosifs? Écoutez, on prépare une grande offensive pour le printemps 1918 et on a besoin de tout notre stock. Alors finissez-en avec votre guerre des mines, arrêtez tout ça. Vous, les pionniers, toute votre compagnie, vous allez quitter ce secteur le plus vite possible et rejoindre la zone ouest du front. Très bien. Ça a marqué plus ou moins la fin des opérations du PB-30 ici. En effet, en avril, il a dû partir. Il n'a jamais reçu l'explosif et il n'a jamais pu aller au bout de son plan. Ces galeries ne devaient pas mener sous la ligne ennemie. Elles devaient partir dans cette direction, puis tourner avant de bifurquer à nouveau et d'arriver sous leur propre position. Leur objectif était de détruire leur propre position. Comme ça, ils savaient au moins qu'il n'y aurait pas de camouflet. Les Français préparaient eux aussi le même type d'opération avec 3 fourneaux de mines. Mais ce n'était qu'un projet. Ils ne sont jamais allés au bout. Les Allemands, eux, avaient déjà creusé cette galerie. Pendant que les hommes du génie creusent la roche, la vie en surface est tout aussi pénible. Le plus dur pour les fantassins était de savoir qu'à tout moment, leur position risquait d'être pulvérisée. Les cadavres sont souvent abandonnés pendant des jours, coincés dans la boue ou les fils barbelés, et ils pourrissent sous les yeux de leurs anciens camarades. Ils attirent également les rats, qui pullulent dans les tranchées et les abris, où les hommes tentent de trouver un peu de repos entre 2 offensives. Sur le plan psychologique, c'est autre chose de savoir qu'on est enfermé dans une petite galerie où on peut à peine bouger, on ne peut pas reculer. On veut faire demi-tour, mais on ne peut pas, parce qu'une mine vient d'exploser. On est tout simplement piégé. On se demande alors comment on va mourir. À cause des gaz, du manque d'oxygène, de la soif, ou bien de noyade avec la montée de l'eau. Français et Allemands continuent de faire exploser des charges à intervalles réguliers, même si les 2 camps savent que ni l'un ni l'autre ne disposent d'assez d'effectifs pour s'emparer de l'autre côté de la butte. À présent, les galeries s'effondrent, non seulement à cause des camouflets, mais aussi à cause de la fragilité de la roche. Quand on entrait dans une galerie après une explosion, il était possible qu'il reste encore du gaz, même 2 jours plus tard. On risquait d'être intoxiqué par du monoxyde de carbone, et quand ça se produisait, il n'y avait plus rien à faire. En 1917, les 2 camps concluent un accord tacite. Il n'y aura plus d'explosion de mines après 7 heures du matin. Ensuite, les mortiers et les grenades ne seront utilisés qu'après 17 heures. Le jour de Noël 1916, sapeurs français et pionniers allemands vont même jusqu'à échanger des chants à travers la paroi rocheuse qui les sépare.
C'est toujours très triste quand on perd un collègue ou un camarade, comme Paul Rader, qui était un de ses meilleurs amis. Il est mort asphyxié dans une galerie. Hermann Hoppe en a beaucoup souffert. Au milieu de l'année 1917, les Français savent qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs pour creuser jusqu'à une telle profondeur. Une mutinerie au sein de l'armée française a en outre considérablement réduit son efficacité au combat. Et Vauquois a maintenant perdu son intérêt stratégique. Par rapport à ce que l'on a vu là aujourd'hui, ce qu'on a découvert, on peut imaginer le gâchis des hommes, la folie meurtrière des combattants, que ce soit allemands, français et autres. Ça a été un carnage phénoménal. La preuve, c'est qu'il y a des milliers, d'après ce qu'on nous dit, des milliers de personnes qui sont encore ensevelies sous la butte de Vauquois. Les Allemands continuent de creuser jusqu'en mars 1918 avant de renoncer à leur tour à leur projet de destruction totale de la colline. Des batailles plus importantes se jouent ailleurs. La butte de Vauquois faisait partie d'un front plus large dans la forêt d'Argonne. Adolf Buchner et des membres de l'association de l'Argonnerwald ont exploré les galeries creusées aussi bien par les Français que par les Allemands. Ici, la guerre des tunnels est simplement devenue un nouveau moyen d'attaquer l'ennemi quand les offensives en surface devenaient suicidaires. La complexité et l'efficacité des campagnes souterraines allemandes étaient de premier ordre. Fin 1917, avec l'apaisement sur le front Est, les empires allemands et austro-hongrois préparent une percée à l'ouest. L'offensive allemande d'avril 1918 sur le front ouest atteint à nouveau pratiquement Paris. Les troupes italiennes envoyées à Vauquois pour remplacer les Français reçoivent l'ordre de condamner les entrées des galeries et de se retirer. Fin avril, il est clair que cette offensive est un échec. Maintenant que les États-Unis sont entrés en guerre, le sort des deux empires centraux est scellé. Entre juin et septembre 1918, 1 million de soldats américains débarquent sur le sol français et s'apprêtent à attaquer les lignes allemandes affaiblies. Un barrage d'artillerie sur la butte de Vauquois va précéder une importante offensive américaine. Mais la garnison de la garde impériale réussit à contenir l'assaut et des milliers de jeunes Américains trouvent la mort sur cette colline. On assiste à un nouveau bain de sang inutile. Les hommes qui ont survécu à Vauquois ont connu les horreurs de la guerre moderne, piégés entre la terrifiante puissance de feu des nouvelles armes en surface et les mines cachées sous terre. C'est grâce à ces lettres, journaux, photos et souvenirs que leurs descendants ont su conserver que nous pouvons aujourd'hui raconter la terrible histoire de cette grande guerre souterraine.